Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Bonjour, ici Alexis de Magnum Opus. Notre projet est lancé depuis quelques temps déjà et si vous voulez nous soutenir, différentes avenues s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça nous donne un énorme coup de main. Ensuite, on a mis en ligne une plateforme Patreon sur laquelle il y a différents abonnements mensuels et on a aussi mis en ligne une cagnotte GoFundMe. Tous les détails dans la description de la vidéo. Alors, au nom de Pierre, David et de moi-même, merci et à bientôt. Messieurs, bonsoir. 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 Je vais me lancer pour ma chronique du jour. J'ai envie aujourd'hui de vous parler des livres qui sont un peu des rendez-vous manqués, c'est-à-dire des livres que l'on a commencé et que l'on n'a peut-être pas fini, et des livres auxquels on est revenu et que l'on a retrouvé un espèce de second souffle. Ce livre-là, pour moi, c'est Le voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, je trouvais important de parler de ce genre de livre parce que quand j'étais dans la jeune vingtaine, disons, j'avais l'habitude, et ça m'arrive encore aujourd'hui, de classer les auteurs par les auteurs de chefs-d'œuvre par j'ai aimé ou j'ai moins aimé. Là. Par exemple, Kundera, j'ai aimé Kundera, Philippe Roth, j'ai un peu moins aimé Philippe Roth et d'autres auteurs comme ça. Et avec le temps, je me rends compte que quand on parle de chef-d'œuvre, il est peut-être moins opportun de dire « j'ai aimé tel chef-d'œuvre, je n'ai pas aimé tel chef-d'œuvre » et peut-être plus de dire « je ne l'ai pas lu au bon moment ». Je me souviens de Fabrice Lucchini qui parlait de Victor Hugo et qui disait on n'a pas à dire si on aime ou on n'aime pas Victor Hugo. Victor Hugo est là, c'est un monument, on le visite ou on ne le visite pas. Puis j'ai un peu l'impression qu'on peut étendre cet exemple-là, cette formulation-là à tous les chefs-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre-là, pour moi, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Vous parlez d'abord peut-être de mon expérience avec Voyage au bout de la nuit de Céline. La première fois que j'ai essayé de le lire, c'était dans ma jeune vingtaine, début vingtaine. J'avais entendu dire ou j'avais lu quelque part que Voyage au bout de la nuit, c'était un chef-d'œuvre qu'il fallait que je lise. Alors, je me suis dit, moi qui avais 20 ans, 21 ans et qui était en train de me construire une culture générale et littéraire, je me suis dit, il faut que je lise Céline, il faut que je lise Voyage au bout de la nuit. Alors, j'ai été me l'acheter. Et j'ai lu, je vous avoue, 2 ou 3 pages et j'ai arrêté. J'ai mis le livre de côté tellement que je crois l'avoir donné à un ami ou prêté à un ami qui voulait le lire, puis j'ai plus jamais revu la copie. Donc, le livre est un peu sorti de ma vie. Quelques années plus tard, disons mi-vingtaine, j'ai un ami qui l'a lu et qui a aimé. Alors, il me l'a prêté. Je me suis dit, bon, c'est à ce moment-ci que ça se passe. Je lis Voyage au bout de la nuit de Céline. Et effectivement, j'ai lu les 100 premières pages. J'ai aimé les 100 premières pages. J'ai bien aimé les 100 premières pages. Et j'ai pas poursuivi. Je sais pas, j'ai mis le livre de côté, puis je n'ai pas poursuivi la lecture de Voyage. Je l'ai mis de côté. J'ai redonné le livre à l'ami. Et le livre est une deuxième fois sorti de ma vie. Jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans, je me suis dit, c'est maintenant que ça se passe. Je lis Céline, Voyage au bout de la nuit, prise 3. J'ai été sur la rue Ontario dans Hochelaga, dans une bouquinerie, m'acheter 7 copies, en fait, qui est tout jauni et qui était tout gondolé pour sans doute 1,99 $. Puis je me suis dit, c'est là que ça se passe. Et j'ai lu les 100 premières pages. J'ai aimé les 100 premières pages et j'ai remis le livre de côté pour une 3e fois. Ouais, je vous jure. Jusqu'à le mois de janvier 2025, alors il y a de cela quelques mois, je parcourais ma bibliothèque ne sachant trop quoi lire. Et je me suis pas dit, c'est maintenant que ça se passe. J'ai simplement pris Le Voyage de Céline, je l'ai feuilleté. Puis il y a quelque chose qui m'a attiré. Je me suis mis à sa lecture pour de bon. Et j'ai été happé, mais absolument happé, bizarrement, à mon 4e essai. J'ai été totalement happé par Le Voyage au bout de la nuit. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre, évidemment.
je me suis forcé à ne pas le lire trop vite, ce qui m'était à peu près jamais arrivé, en me disant, il y a quelque chose là qui doit s'imprimer en moi. C'est-à-dire que je veux vraiment prendre le temps de le lire et le méditer. Et voilà, la quatrième fois a été la bonne. Euh, Pourquoi? Je me demande souvent pourquoi est-ce que ça a pris 4 reprises avant que je puisse le lire et l'apprécier à sa juste valeur. Puis je pense que c'est en raison de la noirceur du roman. C'est un roman très, très noir, Voyage au bout de la nuit, qui a sa lumière, qui a ses lumières, devrais-je plutôt dire. On y reviendra. Mais je ne pense pas que le moi de 20 ans était en mesure d'apprécier ce livre. En fait, je ne crois pas que... Évidemment, on a tous des parcours singuliers. Il doit y avoir des gens de 20 ans qui ont lu le voyage et qui ont été happés par le voyage. Mais si je parle de mon expérience propre, je n'ai pas l'impression qu'à 20 ans, j'avais le bagage pour non seulement comprendre, mais vraiment apprécier un roman si complexe dans le propos. C'est-à-dire on voit l'humain, on voit l'homme dans sa laideur, dans son parfois très peu de lumière. Et surtout, je ne croyais pas avoir la maturité d'apprécier la prose de Céline. Céline, c'est une prose très, très particulière. C'est ce qu'on peut appeler rapidement de la prose parlée. C'est-à-dire que Céline écrit, et là, c'est très injuste de le dire comme ça, mais écrit comme on parle, d'une certaine manière, ce qui est faux, parce que Céline a travaillé travaille beaucoup le texte, travaille le style. C'est un peu une illusion, Céline. On a l'illusion que c'est écrit comme c'est parlé, mais c'est un style très travaillé. Donc, bref, autant le style que le propos, je crois, échappe à un jeune homme de 20 ans, du moins échappe au jeune homme de 20 ans que moi j'étais. Alors, ben voilà, avant de me plonger un peu plus dans le vif du sujet, dans le roman, j'aimerais vous demander, messieurs, si quelque chose de la sorte vous était arrivé avec une grande œuvre, avec un grand livre ou un auteur en particulier. Pierre, peut-être? Oui, ben déjà, ce livre-là en particulier, en fait, je l'ai commencé. Moi aussi, c'est autour de 20, 21, 22. Je me rappelle plus exactement quand est-ce que je l'ai lu. Je l'ai commencé. Je me suis rendu même pas au milieu. J'ai fini par l'arrêter. Puis lui, je l'ai jamais repris, en fait. J'ai jamais continué le livre de Voyage au bout de la nuit. Moi, je sais pas, il y a quelque chose dans l'aspect, le caractère sombre que tu as mentionné, la prose aussi. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'attacher au personnage, à me reconnaître dans le personnage, mais je trouvais que, en fait, c'est pas tant que le livre en tant que tel, il est sombre, le problème. J'ai pas de misère à lire des trucs plus difficiles, mais sur l'expérience humaine, mais j'avais un peu l'impression qu'il y avait quelque chose de nihiliste là-dedans qui m'a vraiment déplu. J'avais vraiment de la misère à m'embarquer là-dedans. Cela étant dit, pour trouver un livre classique que j'ai essayé à un moment donné, j'ai décroché, j'ai relu plus tard, c'est au mois de mars cette année. J'ai lu Notre-Dame de Paris. J'avais déjà essayé de le lire à un bon moment, ça fait longtemps. J'avais décroché, il y avait des longueurs. Il y a beaucoup de descriptions. Oui, il y a de longues descriptions. Puis on pourrait presque dire que ce livre-là, en fait, c'est toute l'histoire qu'il y a là-dedans, c'est un prétexte pour raconter de quoi avait l'air Paris Ah ouais. à la fin du Moyen Âge, là, ou au début de l'ère moderne, dans la transition entre les deux. Donc, il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de longueur, mais je sais pas, c'est cette année que j'ai fini par me replonger là-dedans. Je dis pas que c'est le livre absolu qui m'a renversé, mais je pense que j'ai été capable de l'apprécier, de voir ses forces, ses subtilités aussi. Fait que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Ouais, moi je dirais que c'est ça qui m'a... Je l'ai laissé de côté pendant longtemps, j'y suis retourné, puis là j'ai été capable de l'apprécier, malgré qu'il y a encore des Ouais. des C'est un bon longueurs. exemple. Moi, je n'ai pas fait comme toi, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai longtemps été intimidé par Notre-Dame de Paris. Puis moi aussi, j'y suis revenu j'y suis arrivé, dis-je, dans les dernières années. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Peut-être c'est la patience qui se développe avec l'âge. Ouais, Pas que nous sommes des soixantenaires avancés, mais quand même, il y a quelque chose dans la vingtaine qu'on veut lire le plus Ouais, possible, le plus peut-être, rapidement. oui. David? Oui,
Il y a plusieurs livres que j'ai laissé tomber que j'ai jamais repris, je peux le dire. Le Rouge et le Noir de Stendhal, L'homme qui rit de Victor Hugo. Ça aussi, ça. Tu sais, beaucoup tu sais, des chapitres en entier que tu te dis ce qu'on pourrait l'enlever. Je vais le dire comme ça. Donc, oui, ça arrive. Mais des livres que j'ai revisités, j'ai l'impression que, et ça, c'est peut-être un appel à tous les auditeurs, beaucoup de livres qu'on nous présente au secondaire et que, bon, on n'est pas là pour ça nécessairement au secondaire. Moi, j'étais pas nécessairement là pour lire. Je n'étais pas un mauvais élève, mais c'était pas ça ma priorité. Et là, tu peux redécouvrir ce patrimoine-là quand même, qui est quand même présent dans ta mémoire de manière subtile en quelque sorte. Instinctif, peut-être? Exactement. Donc, de se relancer dans ces œuvres-là qu'on nous fait lire, qu'on comprend pas trop, qu'on comprend pas à 100% pourquoi on nous le fait lire, mais que finalement, quand tu relis ça quelques années plus tard, où là, tu as un véritable intérêt pour la lecture, pour la culture, pour l'histoire, ben là, tu peux revisiter ça. Je pense à, par exemple, les romans du terroir, 30 arpents, Maria Chapdelaine, moi, c'est des Terroir québécois, Terroir t'entends? québécois, ouais. C'est vraiment des livres qui ont été importants pour moi, que j'ai vu d'une manière ou d'une autre, secondaire, cégep, mais que vraiment plusieurs années plus tard, que j'ai revisité puis que j'ai été agréablement surpris, là, en quelque sorte. Intéressant. Pour retourner à Voyage au bout de la nuit de Céline, si vous me le permettez, d'abord, je tiens à dire que vous n'êtes pas encore au courant, mais on va faire un épisode sur ce livre. Donc, non, mais c'est à voir, mais j'aimerais beaucoup en parler parce que je le redis. Juste sur les 100 premières pages. Non, au complet, vous allez vous le taper au complet. Mais j'ai été absolument happé par, premièrement, la prose, là, la prose incroyable. Je suis vendu. Je suis vendu à l'oralité célinienne. Je suis absolument vendu. J'achète tout. J'ai adoré. C'est une vraie altérité littéraire, c'est-à-dire que quand on lit Céline, un peu comme quand on lit Proust, on est devant quelque chose qui ne s'est jamais fait d'une certaine manière et qui, espérons-le, ne se refera plus. Surtout du côté de Proust, des très, très longues phrases aussi élégantes que Proust, je n'ai pas l'impression qu'on va revoir ça de sitôt. L'oralité, il y a certains auteurs qui l'ont très bien fait. Je pense à Romain Gary, d'ailleurs, dans La vie devant soi, qui est un livre un peu de l'oralité qui est, je trouve, magistral. Mais bon, retournons à Céline et au Voyage au bout de la nuit. C'est un livre qui est très proche de la biographie de Louis-Ferdinand Céline. Ça parle de l'expérience du protagoniste qui s'appelle Ferdinand, qui est soldat à la Première Guerre mondiale, est blessé, finalement voyage en Afrique, revient en France, voyage en Amérique ou part de l'Afrique pour aller en Amérique. Détail. Donc, voyage en Afrique, voyage en Amérique, revient, devient le médecin des pauvres d'une certaine manière, finit sa médecine, devient le médecin des pauvres. Donc, c'est très, très calqué sur la vie de Céline, Céline est quelque chose comme un être très noir. On pense notamment à ses biais antisémites extrêmement virulents avant la Seconde Guerre mondiale et même pendant, je crois. Peu importe, c'est un être qui est à la lumière, pas à la lumière, mais à l'image de Voyage, qui est noir, mais qui a aussi sa part de lumière, je dirais. Et puis, je m'en suis rendu compte en lisant le livre, d'une certaine manière, parce que ça va être quelque peu cliché, ce que je vais vous dire, mais quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, d'accord, il est possible d'écrire de cette manière-là, donc tout n'est pas foutu. C'est un peu gros, c'est un peu exagéré, mais je suis vraiment sincère, c'est-à-dire, peu importe le contenu du livre, le style, le propos, la clairvoyance sur la nature humaine, n'a pas le choix de me faire dire, OK, d'accord, cette chose est quelque chose comme une merveille et il y a une part de lumière là-dedans. Et puis, c'est un peu le même sentiment que j'ai eu, curieusement, en voyant une entrevue de Céline qui circule sur YouTube. Je crois que c'est Céline à la fin de sa vie. Il est malade, il est déchu, il est isolé.
disons, ça ne va pas très bien, en plus de traîner le bagage qu'il a traîné avec ses écrits antisémites qu'on lui a reproché à dessein, d'ailleurs. Mais pourtant, dans le ton de la voix, il y avait une bonhomie. Je sais pas, j'ai été extrêmement touché par l'auteur Céline, le personnage Céline, ce qui m'a fait m'intéresser à sa vie. Et j'en profite pour dire que le numéro hors série du Figaro sur Céline est merveilleux, absolument merveilleux sur la vie, sur l'œuvre, sur la relation de Fabrice Lucchini avec le voyage. Il y a plein de trucs là-dedans, c'est merveilleux, je vous le conseille. Mais voilà, j'aimerais vous lire quelques extraits, si vous le voulez bien. Oui. Ben d'abord, la première page qui est très, très connue, les premières lignes du roman qui vont comme suit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors, c'est très saccadé, c'est très, très, très oral. Puis, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est un roman très noir, dont je crois l'extrait que je m'apprête à vous lire illustre très, très bien. Ça va comme suit. C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Alors, bon, c'est évidemment très noir, très saccadé, encore une fois, oral, mais j'insiste, il y a une part de lumière chez Céline dont, je l'espère, l'extrait suivant va vous convaincre. Aussi, oui. Voilà, il dit. « Ainsi finissent nos secrets dès qu'on les porte à l'air et en public. Il n'y a de terrible en nous et sur la terre, et dans le ciel, peut-être que ce qui n'a pas encore été dit. On ne sera tranquille que lorsque tout aura été dit. Une bonne fois pour toutes. Alors enfin, on fera silence et on n'aura plus peur de se taire. Ça y sera. » Bref, je sais pas si je l'ai bien rendu. Toujours est-il que sur YouTube, il existe une pièce de théâtre de Fabrice Lucchini qui lit des extraits de Voyage au bout de la nuit et que c'est magistral, absolument magistral. Si vous voulez, si le livre vous intimide comme il m'a intimidé, et que vous voulez peut-être vous familiariser avec la musique de Céline avant de vous plonger dans le livre, je vous suggère fortement d'aller voir cette pièce de théâtre enregistrée, ou peut-être n'est-ce qu'un enregistrement en studio, peu importe, toujours est-il que c'est Fabrice Lucchini qui lit des extraits de Voyage au bout de la nuit, livre qui l'a lui-même obsédé et qui, j'imagine, l'obsède encore. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il a déjà appris les 100 premières pages du voyage. Donc, encore une fois, cet homme ne cesse de nous étonner. Mais bref, je vous le conseille. Qu'est-ce qu'elles ont, les 100 premières pages? Ben, c'est le récit de Céline quand il va à la guerre et il revient de la guerre. Donc, il y a quelque chose d'envoûtant et de très, très intense. Puis, il y a des... je sais pas, il y a des extraits formidables comme il dit à un moment donné, on est puceau de l'horreur comme on est puceau de la volupté. C'est-à-dire que là, c'est le jeune puceau qui tue des hommes, mais qui n'a jamais connu de femme. Mm-hmm. Donc, c'est l'expérience très, très noire, encore une fois, bien sûr, de la guerre, mais sublimée par l'esthétique de Céline qui est complètement, complètement envoûtant. Donc, voilà, j'ai eu le plaisir cette année de relire pour la 4e fois, d'une certaine manière, Voyage au bout de la nuit, et j'ai totalement adoré. Puis, en terminant, j'aimerais dire que il m'arrive exactement la même chose avec Mort à crédit de Céline. Parce que après avoir lu Voyage au bout de la nuit, je me suis dit mais il faut que je me tape l'œuvre de Céline au complet. Il faut absolument que je lise ses livres. Donc je me suis procuré Mort à crédit,
qui est d'une certaine manière la suite de Voyage au bout de la nuit. Non pas la suite chronologique, mais la suite de la carrière de Céline. C'est un livre sur, d'une certaine manière, la jeunesse de Céline. La jeunesse à Paris, alors que... bon, enfin, c'est sa jeunesse, voilà. Cette fois-ci, je me suis rendu à la page... Attendez... 378. Je me suis rendu à la page 378 et j'ai dû arrêter parce que je n'appréciais pas à sa juste valeur le livre, un peu comme il m'est arrivé avec Voyage au bout de la nuit. Donc voilà, j'aimerais, je sais pas, j'aimerais dire en terminant que maintenant, je n'y vois plus de problème à abandonner un livre et me dire que je vais y revenir parce que je ne pense pas qu'il faut forcer la note au chef-d'œuvre. Je ne crois pas qu'il faut forcer la note à un livre comme À la recherche du temps perdu de Proust. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un objectif, lire À la recherche du temps perdu de Proust, mais moi, je ne crois pas qu'il vaille la peine de le lire à la manière d'une liste à cocher. C'est-à-dire, j'ai lu la recherche. Je pense que comme le voyage, la recherche est quelque chose qui arrive dans notre vie à un bon moment. Et très certainement, je ferai une autre chronique sur comment la recherche du temps perdu est arrivée à un bon moment dans ma vie. Mais voilà, je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter sur Céline ou des rendez-vous manqués. Oui, ben, tu as commencé à dire, c'est-à-dire l'être humain, des fois, manque peut-être un peu d'humilité en disant « Ah ben ça, j'aime ça j'aime pas ça. » Je me rappelle très bien quand j'enseignais au secondaire, il y a une des composantes de la compétence, c'est d'apprécier les œuvres littéraires. Je me dis tout le temps, et là, je pense à un élève en particulier qui m'avait dit... On le salue. Ce livre-là, il est mal écrit. C'est pas bien. Et là, tu te dis, mais comment un enfant de 13-14 ans peut virtuellement dire ça? Parce que clairement, le problème, c'était pas que le livre était écrit. L'élève avait des difficultés de lecture, des difficultés de compréhension, ce qui fait en sorte qu'il y avait l'impression que c'était difficile à lire. Donc oui, des fois, il faut avoir un peu... Ça veut pas dire qu'on a le droit quand même de dire si on a aimé ou pas aimé. Bien sûr. Mais il y a quand même faut quand même avoir le sentiment d'humilité par rapport à ça. Et oui, la définition d'un chef-d'œuvre, on pourrait dire, je pense que c'est Finkielkraut qui parlait de ça, de dire que c'est des œuvres qui ont une réputation, qu'on connaît avant de connaître, en quelque sorte. Et on veut être un peu à la hauteur du chef-d'œuvre. Tu sais, de dire, très juste. Tu sais, le chef-d'œuvre, c'est tellement connu, c'est tellement discuté. Mais là, si je l'aime pas, c'est moi le problème. C'est moi qui ai passé à côté. Mais des fois, justement, c'est qu'on n'est juste pas passé. On est juste pas au bon moment. En fait, qu'on l'a lu. Peut-être qu'il y a des chefs-d'œuvre aussi qui sont surcotés. On pourra peut-être faire un épisode là-dessus. Sans doute. Pierre? La phrase est rendue un petit peu cliché parce qu'elle circule constamment, mais je pense que c'est une phrase de Umberto Eco qui disait qu'au fond, là, je le paraphrase, là, mais il dit que ça sert à rien de s'en faire avec le fait que notre bibliothèque est remplie de livres qu'on n'a pas lus, ou etc. Il faut voir notre bibliothèque à la maison comme un cellier avec plein de bouteilles. Puis il y a des bouteilles qu'on sait qu'on garde pour certaines occasions, dépendamment de ce que c'est, etc. Il y en a qu'on sait qu'on va les boire à un moment donné, mais là, c'est pas le bon moment ou c'est pas avec les bonnes personnes. Une bibliothèque personnelle, c'est un peu la même chose. Il y a des livres qui sont faits pour être lus à un moment donné. On l'a acheté parce qu'on se dit qu'il faut l'avoir. C'est peut-être pas le bon moment. Un jour, on va y aller. Peut-être qu'on va jamais le lire aussi. Mais c'est ça. Il faut voir un peu, peut-être, de cette façon-là. Puis, très juste. Puis moi, en terminant aussi, il me vient à l'esprit mon rendez-vous manqué avec Le Seigneur des Anneaux, que j'aimerais peut-être revisiter un jour. J'ai lu le premier tome quand j'avais 12 ans, en ayant évidemment le film en tête. Ouais. Donc, je n'ai été que déçu, c'est-à-dire que l'enfant, tout pétri d'images hollywoodiennes, a été déçu de ne pas retrouver la même exaltation, mais évidemment, j'avais 12 ans et je ne faisais pas la différence entre divertissement télévisuel et lecture. Donc, peut-être Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais y revenir un jour. Moi, tu parles du Seigneur des Anneaux. J'avais lu, à peu près au même âge, le premier livre avant que le film sorte. Il y a un de mes amis à l'école qui me l'avait prêté. Après ça, j'ai vu les films
avant de continuer ma lecture. Mais moi, je suis tout de suite embarqué dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Contrairement à l'autre univers un peu magique qui était très populaire au même moment, là, Harry Potter, Ouais. j'ai eu beaucoup de difficultés. En fait, je suis pas vraiment embarqué dans l'univers Harry Potter à cet âge-là, mais j'étais vraiment plus Seigneur des Anneaux. Par contre, autre rendez-vous manqué, toujours avec Tolkien, c'est le Silmarillion, qui décrit toute l'histoire de la Terre du Milieu, tout ce qu'il y a derrière. Il y a des amis qui me l'ont recommandé très chaudement en me disant, si tu as aimé Le Seigneur des Anneaux, il faut absolument que tu lises ça. J'ai été incapable de le finir. C'est d'une lourdeur absolue. C'est pas pour moi, je pense. Cela étant dit, il faut quand même saluer le génie, mais aussi la folie de Tolkien, L'ambition. qui a inventé de toutes pièces un monde, mais qui est allé très, très loin. Là, Des langues. Il a inventé des langues qu'il parlait puis qu'il écrivait vraiment. Il était le seul à les parler, à les comprendre. Ouais. Il y a quelque chose de la folie puis du génie là-dedans. Là. Fait que c'est très impressionnant. Moi, Le Seigneur des Anneaux, je vais continuer à penser que c'est très bon. Silmarillion, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Ça colle pas. Non. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Écoutez, s'il y a des livres comme ça qui ont été un peu des rendez-vous manqués pour vous, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et en terminant, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça nous donne un énorme coup de main pour nous faire connaître. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Magnum Opus.